Est-ce que les grands auteurs de thrillers français méritent tout leur succès? Bon, moi je pose cette question, on s'entend que c'est pas à moi de le déterminer, ok? Je me donne pas ce rôle dans la vie. Mais ce que je vais faire dans ce vlog, c'est de mettre au test 3 des plus grands noms du thriller francophone et vous dire si je vous les recommande ou pas. Il y a des millions de lecteurs qui ont acheté et adoré ces romans. Est-ce que je comprends pourquoi? Alors quels sont les grands auteurs en question? Dans cette vidéo, je vais découvrir devant vous les œuvres de Maxime Chatham, Joël Dicker. Oui madame, j'ai jamais lu de Joël Dicker. Et je vais redécouvrir Franck Thillier parce que j'ai déjà lu sa trilogie du manuscrit inachevé. Et là, je tiens à préciser que quand je parle d'auteurs de thrillers français, Joël Dicker est suisse, donc je parle de la langue de leurs livres. Voici donc la pile à lire que je me suis concoctée. Je vous avertis à l'avance, c'est très possible que je commence pas nécessairement par les meilleurs livres de ces auteurs. C'est quelque chose qui est assez difficile à déterminer. Alors si vous avez des meilleures recommandations à me donner, faites juste les commenter. Pour Monsieur Dicker, je pense que le choix en fait était assez évident. Et c'est bien sûr La vérité sur l'affaire Harry Kébert. C'est pas son premier roman publié, mais je considère que c'est son premier succès. C'est avec ce livre-là que je l'ai vu apparaître soudainement partout dans toutes les librairies. Et fun fact, c'est le plus vieux livre qui a été suggéré dans mon bocal des membres. Il est là-dedans 14 fois. Donc je pense qu'il est temps que je le lise. Je n'aurais jamais pu prédire la catastrophe de ce livre. Pour Franck Thillier, j'ai décidé d'y aller avec le livre de lui que j'avais déjà dans ma pile à lire, donc Puzzle. On va se parler du résumé exact plus tard, mais c'était celui qui était le plus accrocheur parmi tous les livres de lui que je n'avais pas encore lu. Évidemment, c'est sûr que mes attentes sont particulièrement hautes pour ce livre-là, puisque le tome 2 de la trilogie Le manuscrit inachevé, il était 2 fois. C'est mon thriller préféré de tous les temps. Voyons voir si celui-ci peut le surpasser. Et pour finir, Maxime Chatham. Ça, c'était le plus difficile. Au fil des années, on m'avait recommandé plein de livres différents de lui, mais au final, j'ai vu que le 3e plus vieux livre du bocal était un Maxime Chatham, donc je suis simplement allée avec lui. Et c'est La patience du diable. Techniquement, c'est un tome 2, mais qui se lit indépendamment. C'est juste qu'on suit un personnage pour lequel on n'aura pas pu tout à fait avoir l'évolution complète. Je me sens à l'aise de l'inclure et de le juger dans ce vlog, mais c'est sûr que je lui enlèverai pas des points pour comme la profondeur du personnage principal. Je reconnais qu'il va peut-être me manquer des informations. Mais donc parlant justement des choses que je vais juger ou pas dans ce vlog, voici les 3 catégories spécifiques de choses que je vais évaluer dans ces thrillers. Alors la première échelle que vous verrez à l'écran, c'est celle du divertissement. Je considère que le divertissement c'est à la base de ce genre littéraire. On lit des thrillers pour être happé, pour être diverti, pour dévorer le texte avec un grand appétit. Ce sont rarement des livres vers lesquels on se tourne pour s'instruire, apprendre des choses, sauf si vous souhaitez apprendre comment tuer des gens. Et donc en dehors du divertissement, on cherche aussi de la surprise. On veut des retournements de situation, on veut des enquêtes tellement bien ficelées qu'à la fin on se dit comment un cerveau humain a pu planifier tout ça. Donc ici ce sera l'échelle des plot twists. Et pour finir, un des défauts que je retrouve le plus souvent dans les thrillers, c'est l'incapacité de présenter des personnages imparfaits ou des situations un peu improbables sans les rendre extrêmement énervantes et peu crédibles. Au Québec, quand quelque chose est énervant, on est gossé. Donc moi j'appelle ça mon échelle de gossage. S'il vous plaît, ne m'énervez pas les amis. Je pense que c'est donc tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à lire. Bon, j'ai lu la première moitié de La patience du diable. Je pensais avoir vérifié avant de commencer ce vlog, mais ce livre est absolument un polar. C'est pas vraiment un thriller, c'est un roman policier. Je sais pas où est-ce que j'ai regardé pour confirmer que c'était bel et bien un thriller, mais ma source s'est trompée. Je pense pas que ce soit très grave ultimement parce que, tu sais, des polars, des thrillers, ce sont un peu des frères. Mais considérant que je suis personnellement davantage une fan de thrillers que de polars, c'est sûr que je suis un petit peu déçue. Donc ce livre, ça parle d'une épidémie de violence qui survient en France. Il y a des attaques qui surviennent un peu partout dans des lieux publics, toujours commis par des personnes aléatoires qui disent toutes vouloir être acceptées par le diable. Donc c'est vraiment un livre qui parle beaucoup de diable, de démons. Évidemment, la page couverture et le titre l'indiquent un petit peu, mais c'est vraiment très présent comme thème. Puis je vous avoue qu'au début, j'étais un petit peu déçue parce que c'est pas un thème avec lequel j'ai un problème ou envers lequel j'ai un désintérêt, mais de la manière que c'était exploré au début, j'étais comme
Je suis pas certaine, mais je dirais qu'après la première centaine de pages, j'ai commencé à avoir davantage d'intérêt pour ce que je lisais parce que le récit a commencé à prendre une construction plus traditionnelle de comme enquête. Ok, oui, il y a un diable, on sait pas tout à fait comment il réussit à influencer les gens, mais il y a des pistes et on enquête de façon plus tangible qu'au début. Donc si je devais vous montrer mon échelle de divertissement à ce stade-ci, maintenant que j'en suis à la moitié, je me mettrais comme à la moitié de l'échelle. Je suis 50% divertie par ce roman-là. J'ai pas une fringale extrême qui fait que j'ai absolument hâte de continuer, mais je suis pas du tout ennuyée. Alors qu'au début, pendant les 100 premières pages, j'étais plus vers comme les 20% de divertissement. Donc pour l'instant, ça s'en va en améliorant. L'échelle d'énervement, elle est à 0. Il y a rien qui m'énerve pour l'instant. On a affaire à un personnage qui est clairement traumatisé des choses qui lui sont arrivées dans le premier livre que je n'ai pas lu, mais je me sens toujours à l'aise de continuer comme ça parce que je pense que même sans savoir les détails exacts de qu'est-ce qui lui est arrivé, on voit l'impact que ça a sur sa vie aujourd'hui et on comprend pourquoi c'est comme ça. Je suis curieuse de voir qu'est-ce que je vais donner à l'échelle de plot twist à la fin parce que pour l'instant j'ai pas l'impression que c'est un livre qui va essayer de me retourner le cerveau. Il y a une question très claire qui est posée et j'ai l'impression que l'objectif de ce livre-là, c'est simplement de fournir une réponse à cette question-là et pas de truquer le lecteur, mais peut-être que je me trompe totalement puis que ça va être incroyable à la fin. Donc pour l'instant, c'est une lecture très standard, je dirais. En même temps, c'est un roman qui a été publié en 2014, donc tu sais, je vais pas lui demander de révolutionner le genre parce que ce qui est nécessaire en 2026 pour révolutionner le genre, c'est complètement différent de ce qui était nécessaire pour révolutionner le genre, surtout dans la francophonie en 2014. Je pense pas qu'on est sur comme un coup de cœur ou même un nouvel auteur favori que je trouve, mais je passe un bon moment, c'est l'important. Je continue ça et on s'en reparle. J'ai terminé le premier test de ce blog. Est-ce que je comprends le succès de Maxime Chatham avec ce roman? Je dirais que ma réponse est un peu entre les deux. J'ai du oui dans la tête, mais j'ai aussi du non dans la tête. Parce que bon, si on remet l'échelle de divertissement, honnêtement, la deuxième moitié de ce livre-là est vraiment très entraînante. Je pense que je placerais l'étoile du divertissement comme au 70% pour une note générale de ce livre. Donc à ce niveau-là, c'est réussi. Je pense que c'est un livre qui, à son époque, a sûrement dû se démarquer par l'entrain provoqué chez les lecteurs, puis ça va. À ce niveau, je valide, même si le début était un peu ennuyant. Je valide quand même. Là où moi, ça devient incertain, c'est l'échelle des revirements, l'échelle du plot twist. Parce que quand est venu le moment de découvrir, ok, c'est qui le responsable de tout ça? Est-ce que le diable existe pour de vrai? Qu'est-ce qu'il y a? Blablabla. Moi, j'avais déjà tout deviné ce qui allait être révélé, puis je trouvais ça tellement un peu évident que je me disais, c'est sûr que c'est placé comme ça dans le texte pour que le lecteur se dise « Ah, mais ça doit être ça », mais finalement, il va avoir genre un triple étage de plot twist. Mais il y avait pas 3 étages, là. Il y avait l'étage très évident où on pointait vers quelqu'un, il y avait le deuxième étage moins évident où tu disais « Ah, ben ça doit être lui à la place », et ben c'était cette personne-là. Mais encore une fois, ça a été publié en 2014. Alors, est-ce qu'en 2014, les lecteurs auraient lu suffisamment de thrillers pour être capables de faire cette réflexion-là dans leur tête que moi je trouve aujourd'hui évidente après avoir lu 10 ans de thriller? Je sais pas. Je sais pas, surtout que moi en 2014, j'avais 15 ans. Mais donc, petite déception à ce niveau, quoique de toute façon, c'était pas vraiment un livre que je lisais avec l'impression que la fin allait vraiment me surprendre. Je pense que tout ce que j'attendais de lui, c'est qu'il soit bien construit, puis je dirais qu'il a été bien construit. Pour l'échelle de l'énervement, je suis contente de dire que ça n'a pas été trop pire. Oui, il y a certaines scènes où, tu sais, il y a un personnage qui s'en va enquêter tout seul sur quelque chose, puis tu sais que ça va mal virer, puis ça vire mal, puis c'est comme, ok, bravo, félicitations. Mais c'était pas si pire. Je dirais que le seul truc qui m'a vraiment un petit peu énervée pour de vrai, c'est qu'il y a eu un moment où on a présenté un personnage féminin juste avant quelque chose d'intense qui allait se passer. Et toute la réflexion de ce personnage-là avant l'événement intense, c'était de la sexualité pure. C'était comme « Oh mon Dieu, j'ai envie de tromper mon mari en regardant cet homme-là dans le bus, blablabla. » Puis j'ai juste trouvé que c'était
trop, pas nécessaire, et j'avoue que je me suis pas nécessairement sentie dans la vraie tête d'une femme en lisant ça, je me suis surtout sentie dans la tête genre d'un homme qui écrivait la tête d'une femme. Mais c'était vraiment un tout petit moment dans le livre, là, c'est pas quelque chose d'extrêmement récurrent, donc tu sais, l'échelle de l'énervement, je mettrais genre à 5%. Alors avec tout ça, c'est quoi la note de mon appréciation personnelle? Je dirais que pour moi, aujourd'hui, en 2026, avec tous les thrillers, les polars que j'ai lus, ce livre-là, je lui donnerais un 3.5 étoiles. Pour moi, c'est une bonne note. C'est un livre que j'ai apprécié. J'ai trouvé ça très agréable, la deuxième moitié, de sentir que l'enquête était autant propulsée, puis là, enfin, il y avait des liens qui se faisaient, puis c'était vraiment moins ennuyant que le début, mais c'est pas le genre de polar qui va m'avoir marqué. J'ai pas nécessairement remarqué une certaine personnalité chez les personnages qui me donnerait envie de poursuivre la série, et ça, je pense pas que ce soit d'aucune façon relié au fait que j'ai pas lu le premier tome de leur aventure. C'est vraiment leur façon d'enquêter dans ce deuxième tome. C'est pas des enquêteurs que j'ai nécessairement très envie de suivre par la suite. Donc c'est ça. Tu sais, je dirais pas que c'est un échec pour ce premier livre. Je trouve que c'était assez solide pour me dire oui, cet auteur-là, il a beaucoup de succès, il reçoit beaucoup d'attention, mais je vois d'où l'engouement peut venir, parce que je pense que si on prend l'exemple d'une personne qui serait un peu plus intéressée par les thématiques du livre et aussi un peu moins ennuyée par son début, ça pourrait être un coup de cœur pour quelqu'un. Mais moi, je peux pas dire aujourd'hui que grâce à ce livre-là, je comprends absolument pourquoi ce nom spécifique dans le monde du polar, du thriller est aussi reconnu. Mais on s'entend que j'ai juste lu un seul de ses romans et il en a publié plein et j'ai même pas lu son plus populaire, donc je vous le dis tout de suite ici, dans mon bocal des membres, il y a Le Signal, je pense que c'est ça le titre qui m'a été recommandé. Donc c'est sûr que je vais redonner une chance à cet auteur, je vais le redécouvrir et peut-être que je vais l'aimer encore plus que j'ai fait avec cette première tentative. Alors, c'est la conclusion de ce premier test. Maintenant on passe au deuxième. Et j'ai bon espoir de vraiment aimer ça parce que c'est mon boy, Franck Tillier! Re-salut les amis, j'ai lu la première moitié de Puzzle. Et là je suis contente parce que cette fois c'est vraiment un thriller pur et dur. Avant même de vous expliquer le résumé, l'échelle de divertissement en ce moment je la mettrais à 90%. Et je pense qu'avec le concept, vous allez comprendre pourquoi c'est assez divertissant. Dans ce livre, on suit un homme qui se fait contacter par son ancienne petite amie avec qui il avait autrefois essayé très fort de trouver comment participer à un jeu qui est un peu comme une légende urbaine où on te dit qu'il y a des indices qui sont un peu semés partout dans la nature, puis toi tu dois les trouver et si tu réussis à te faire choisir pour ce jeu-là et à gagner, tu remportes 300 000 €. Notre protagoniste, il a un peu abandonné cette idée-là, mais sa petite amie revient vers lui puis il est comme « Yo, je pense que j'ai trouvé la porte d'entrée. » Et disons que c'est un jeu qui risque de semer plus d'un cadavre sur leur chemin. Comme mentionné pour l'instant, c'est un plaisir à lire au niveau du divertissement. Vraiment, j'ai aucune difficulté à vouloir me remettre à ma lecture. En fait, c'est le genre de livre que si mon emploi du temps avait pas été aussi occupé, je l'aurais sûrement terminé en une seule journée parce que vraiment, si vous cherchez genre une lecture de vacances, j'ai pas encore terminé le roman, mais à mes yeux, c'est un très bon candidat. Par contre, je dois dire que pour l'instant, je pense pas que ça pourrait être un coup de cœur parce que même si c'est très amusant à lire, je trouve que le jeu en lui-même est vraiment trop flou. Et dans un certain sens, il faut qu'il demeure flou parce que c'est un peu ça le principe. Mais c'est tellement abstrait, genre les étapes sont tellement abstraites que j'ai du mal à vraiment encourager les personnages puis à me dire oh mon dieu, waouh, ils ont vraiment bien fait ce truc-là parce que c'est juste, je sais pas qu'est-ce qu'ils devraient faire, je sais pas qu'est-ce qu'ils devraient pas faire. Moi j'adore ce principe de jeu secret avec des énigmes, mais je trouve qu'au niveau des énigmes, pour l'instant c'est pas ultra intéressant, même si le récit continue à conserver vraiment très fortement mon intérêt. Aussi, il y a certains comportements de personnages qui m'énervent un peu, sauf que je sens que ces choses-là ont sûrement un lien avec les révélations finales. À mon avis, ces comportements-là vont être expliqués, donc je veux pas tout de suite vous donner l'échelle de mon énervement parce que ça se peut très bien que par la suite je sois comme ouais, ok, je comprends pourquoi il a fait ça, mais s'il y a pas d'explication pour ces comportements-là, ben là à ce moment-là je vais être énervée. Encore une fois, avec Franck Tillier, on est sur un livre qui touche de la perte de mémoire, les maladies mentales, est-ce qu'on peut vraiment se fier à nos souvenirs, ce qui est un thème qui avait quand même été assez exploré là, dans la trilogie que j'avais lue de lui. Je trouve que pour l'instant ça donne un petit rendu décousu au texte, ce qui est une autre chose qui me fait croire que ce sera pas un coup de cœur au final, mais j'ai quand même la confiance en moi que à la fin, Franck Tillier va être capable de prendre tous ces morceaux décousus là puis les mettre à un tableau satisfaisant. C'est ça que j'ose espérer.
Bon, ben j'ai fini Puzzle et je suis très triste de vous dire que ce livre a vraiment pas fonctionné à mes yeux. Je pense qu'il y a des bonnes chances que la pire note que je vais donner à un livre dans cette vidéo, ce soit Franck Tillier, mon roi du thriller. Franck Tillier, vous savez, dans le dernier clip, je vous disais qu'il y avait certains trucs qui m'énervaient dans le livre, mais je voulais pas vous en parler tout de suite parce que je pensais que ça allait avoir un lien avec la révélation finale. Puis absolument. Mais c'est pas juste que ça a un lien avec la révélation finale. C'est que moi, pendant tout le long du livre, je me disais, ok, voici la situation que l'auteur nous fait comprendre à travers genre les différents points de vue, les différents moments dans le temps. Et à partir de cette compréhension-là, il va faire quelque chose de plus qui va être la révélation. Sauf que non, il n'y a pas de révélation autre que ce truc-là que moi je comprenais depuis honnêtement le départ. Puis je pense pas que c'est parce que oh, j'ai soudainement développé un cerveau vraiment incroyable. Je suis allée voir sur Goodreads puis j'ai vu beaucoup de gens qui disaient dès le chapitre 3, genre je savais qu'est-ce que ça allait être. Donc je trouve ça bizarre que ce soit une révélation aussi évidente dès le départ puis qu'il n'y ait rien de plus. Ben, c'est pas tout à fait vrai. Il y a quelque chose de plus que ce que je pensais au début, mais c'est une révélation minime comparée à ce que je m'imaginais dans ma tête. Et, tu sais, je trouve que les trucs qui m'énervaient dans le comportement des personnages, ça rendait ça tellement évident que je vois même pas comment t'aurais pu masquer cette révélation-là. Genre oui, au final, ça explique pourquoi il faisait ces trucs-là que j'aimais pas, mais c'était pas nécessaire de rendre ça aussi prononcé. Le choc aurait été vraiment plus satisfaisant sinon les personnages avaient agi normalement. Là, je suis désolée, j'explique vraiment ça dans des termes flous, parce que je veux pas nécessairement vous spoiler le livre, parce que même si je l'ai pas vraiment aimé au final, je considère que ça reste une lecture qui était très très addictive du début jusqu'à la fin. Donc même si c'est pas un livre que je recommande en termes de thriller, ça reste un livre que je recommande en termes d'expérience, de comme si vous cherchez quelque chose qui va vous sortir d'une panne de lecture, c'est un bon titre. Mais voilà, donc niveau échelle revirement de situation, moi honnêtement, je le mettrais genre à un 5%. J'ai été un peu sévère, on va lui donner au moins 10. Parce qu'il y a un effort qui a été fait pour penser à quelque chose, mais je trouve juste que ça a mal été exécuté, puis aujourd'hui dans le tableau de tous les thrillers qui existent, ça se démarque pas énormément, mais encore une fois, ce livre a été publié en 2013, donc c'est pas tout à fait juste de le juger par rapport à ça. Mais ça reste que pour moi, c'était juste trop évident. Par contre, je trouve ça intéressant parce que, comme mentionné, ça a été publié en 2013, donc 5 ans avant le premier tome de sa trilogie que j'ai adoré. Et je peux voir absolument comment cet auteur-là, débutant, je sais pas à quel point il était débutant en 2013, mais tu sais, cette version-là de son passé dans son cheminement en tant qu'auteur, était celle qui allait un jour le mener à écrire le manuscrit inachevé, Il était deux fois et Labyrinthe. Même si j'ai pas aimé ce livre-là, je vois l'étincelle là, de l'auteur excellent que moi j'ai vu par la suite. Mais la chose qui me déçoit le plus de ce roman, en dehors de la révélation qui va fonctionner pour moi, c'est que tu nous vends un concept incroyable de jeu, une sorte de chasse au trésor qui est masqué dans la société avec un gros lot, mais le jeu en tant que tel dans le livre est tellement chaotique, flou et pas intéressant. Les personnages qui participent au jeu également sont pas très intéressants. Oui, à la fin, il y a des explications de pourquoi ces choses-là sont comme ça, mais ça reste que l'expérience de ce livre-là, c'est un jeu qui était pas intéressant, alors que le concept aurait pu être ultra intéressant. Moi, je veux lire un livre qui a ce même résumé-là, mais t'enlèves tout le truc de genre perte de mémoire, blablabla. Je veux lire ce livre-là. Il est où? Donc pour moi, c'est un 2.5 étoiles. Je pense que pour le type de lecteur de thriller qui cherche vraiment plus une expérience de lecture entraînante plutôt que un concept bien exécuté ou, mettons, un lecteur qui se cherche un jeu là, vraiment bien exécuté, je pense que ça pourrait plaire comme mentionné. Mais si vous êtes un peu comme moi, lisez-le si vous êtes dans une panne de lecture, je l'ai déjà dit, mais vraiment, c'est ça. C'est le seul scénario où je recommanderais ce livre. Et donc, ben, c'est sûr que moi, je suis méga déçue. Je suis méga déçue. J'avais mis Franck Tillier entre ces deux nouveaux auteurs dans ma vie pour être sûre d'avoir au moins un livre que j'allais aimer dans ce vlog, puis comme, ben, je l'ai pas aimé. Je pense pas que ça enlève le succès mérité de Franck Tillier, parce que moi, à mes yeux, il l'a mérité avec ses futurs livres, mais ce livre-là, j'ai juste beaucoup de déception dans mon cœur en le terminant. J'espère que ce sera pas le cas du prochain livre parce que c'est l'heure de passer à Joël Dicker. Bon là, je vais pas vous faire une vraie mise à jour parce que j'ai juste lu 40 pages. Mais j'ai annoncé sur Instagram que je commençais ce livre-là et les réactions que j'ai eues sont vraiment pertinentes à mentionner, je crois. Parce que d'un côté, il y a les gens qui sont très excités de voir mon avis parce qu'ils ont adoré le roman. En effet, c'est un roman que beaucoup de gens ont adoré sur Terre parce que le succès il est pas apparu de nulle part. C'est un livre qui a fonctionné. Mais à côté, t'as plein de gens qui me disent « Oh mon Dieu, bonne chance ».
bon courage, j'ai abandonné ce livre. Mais le truc le plus décourageant parmi tout ce qu'on m'a dit, c'est que la relation entre un homme de 34 ans et une fille de 15 ans qui a été mentionnée au début du roman, selon les personnes qui m'ont écrit, c'est une relation qui est comme romancée pendant tout le livre. Et donc moi j'ai peur, là j'avoue, je commence ma lecture, j'ai un petit peu peur. Moi j'aime ça me faire sucer, monsieur! Ce que j'ai lu pour l'instant m'a plu. Je trouvais que la plume elle était très propice à une lecture entraînante. Je trouvais que la construction du récit pour l'instant était assez originale. Mais c'est sûr que si on essaie de me vendre une histoire d'amour entre ce monsieur-là puis cette fille-là, ça va pas fonctionner, là. Ça va pas fonctionner. Fun fact, voici à quoi je ressemblais quand j'avais 15 ans. Écoutez, ça c'est seulement ce qu'on m'a dit. Peut-être que tout le monde m'a menti puis que finalement c'est pas l'impression que j'aurai en lisant le roman. Je vais lui donner une vraie chance. Et je pense qu'il y a encore espoir que je passe un bon moment. Mais c'est sûr que c'est un départ un petit peu original à ma lecture. Vous savez, là, quand j'ai dit que Franck Tillier allait avoir la moins bonne note de ce vlog, ben les amis, je me trompais complètement. Je n'aurais jamais pu prédire la catastrophe de ce livre. La vérité sur l'affaire Harry Kébert. J'en ai lu 42% pour l'instant et c'est vraiment catastrophe. Catastrophe, c'est le mot et j'en reviens pas. J'arrive pas à croire que ce que je suis en train de lire là, c'est le livre pour lequel je vois constamment des gens donner des 5 étoiles, des gens qui disent que ce livre-là les ont remis à la lecture, qu'ils l'ont dévoré en une journée. Comment? Déjà comment, ok? J'ai tellement de problèmes différents dont je dois vous parler, mais le premier, c'est le divertissement. Comment est-ce que des gens dévorent ce livre-là? C'est tellement douloureux. Genre, je vois des éclats de chapitres qui sont comme, ok, ça c'était entraînant, j'ai envie de lire la suite. Mais les personnages de ce livre-là, les deux messieurs principaux de ce livre-là, sont tellement les hommes les plus prétentieux que j'ai vus de ma vie. Comment on fait pour les supporter? Comment on fait pour avoir envie de les suivre? Si vous voulez un résumé de ce livre-là, pour l'instant, à mes yeux, c'est... Attendez, je l'ai si bien écrit sur Goodreads. Je vais juste vous lire littéralement qu'est-ce que j'ai écrit. Un homme prétentieux donne des conseils d'écriture à un autre homme prétentieux. Bonus, l'un des deux est un pédophile. Bon, ça va plus loin que ça, ok. Je suis pas là pour détruire ce livre-là. Quand même, je vois certains trucs qui me font comprendre pourquoi des gens l'ont aimé. Mais je trouve ça quand même difficile. Le résumé officiel de ce livre-là, c'est qu'on suit un homme qui a publié un premier roman qui a été un bon succès, mais il a vraiment de la difficulté à écrire son deuxième. Il n'y arrive pas. Et l'homme qui l'a vraiment aidé à écrire son premier roman, son mentor, se fait arrêter par la police parce que il y a le cadavre d'une fille enterrée dans son jardin et cette fille-là est une fille de 15 ans avec qui il a entretenu une relation amoureuse quand lui avait 34 ans. Et donc notre protagoniste, lui, il est convaincu que son ami, son très cher ami qui l'a tellement aidé à écrire un roman avec les conseils les plus merveilleux du monde, on s'en reparle plus tard, ben il est convaincu qu'il est innocent, même s'il est pas innocent d'avoir aimé une fille de 15 ans, mais ça on s'en fout. On s'en fout, n'est-ce pas? Moi, je trouve ça incroyable à quel point chaque fois que cette relation entre l'homme de 34 ans et la fille de 15 ans est mentionnée, le seul truc qui est comme mis de l'avant pour dénoncer la nature inappropriée de cette relation, c'est que oh, faut pas aimer une fille de 15 ans, sinon on va en prison. Genre dans tous les discours de Harry Kébert, quand il parle de cette fille-là, quand il la repousse, c'est jamais parce qu'il reconnaît c'est quoi l'impact et le danger pour une adolescente d'entretenir une relation avec quelqu'un d'aussi mûr et adulte et expérimenté dans la vie. Et c'est uniquement à cause des conséquences légales et sociales sur sa vie qu'il la repousse. Passage après passage dans le livre, Harry Kébert, il est juste comme si je l'aime, il m'envoie en prison. Si je l'aime, il m'envoie en prison. Il n'y a jamais rien d'autre. Il n'y a jamais de pensée sur elle. Quel impact ça va avoir dans sa vie de sortir avec un dude qui a 34 ans puis qui a une maison. Puis elle est encore à l'école en train de chanter des petites chansons. Et ok, bon, Harry Kébert n'est pas écrit pour être un personnage parfait, je pense, j'ose croire. Mais après ça, on a un protagoniste qui, lui, il est déterminé à défendre son ami. Là. Et à chaque fois que des gens disent au protagoniste « Ah, mais Harry Kébert, vous savez, il est sorti avec une gamine, blablabla », le protagoniste, à chaque fois, sa réponse, c'est « Oui, mais il l'a pas tué. »
hey, bonne nouvelle les amis, si demain vous voulez sortir avec une fille qui vient tout juste d'avoir ses règles, ben tant que vous la tuez pas, il y a quelqu'un qui va venir vous défendre. Monsieur Marcus est là à votre défense, au premier rang. Bref, moi ce qui m'énerve, c'est pas qu'il y ait une relation inappropriée dans ce livre-là. J'en ai lu plein des livres comme ça, puis ça va, ça arrive, c'est des choses qui arrivent dans la vraie vie, c'est normal que ça arrive dans les romans. Mais ça me fend le cul, désolé. Là, c'est vraiment le moment de la vidéo où si vous êtes des parents en train de regarder avec vos enfants, regardez pas. Moi, ce qui me fend en deux, c'est que le protagoniste du livre, il s'inspire là, de cette enquête-là, de ce qui arrive à Harry Kébert pour écrire son deuxième roman, et de la manière qu'il décrit ce roman-là, il dit ça va être une histoire d'amour. Mais la fille de 15 ans dans le livre, elle agit vraiment comme une fille de 15 ans. Là. Moi, je peux pas croire que Monsieur Kébert, quand il voit les réactions de la fillette, quand il lui dit oh, on peut pas être ensemble, blablabla, puis il est comme mais pourquoi je veux que vous vous colliez contre moi, s'il vous plaît? Je peux pas croire qu'il continue à l'aimer parce qu'elle agit tellement comme une enfant que je suis comme comment tu peux être attiré envers ça? C'est une enfant, ta parouette! Oh, ça m'énerve tellement. L'échelle du gossage, là, mettez-la à 100 aussi. Mais écoutez, je veux quand même garder espoir pour la suite du livre parce que un truc que je remarque, c'est que tous les personnages de ce livre-là sont vraiment caricaturés de façon grossière. Il y a le personnage d'une mère dans ce livre-là qui est tellement raciste que c'est comme l'auteur s'est donné le défi d'écrire le monologue, le paragraphe le plus raciste de l'existence qui peut exister, puis il a réussi, ça c'est vraiment réussi. Et en lisant ça, tu sais, je sais que c'est pas les croyances de l'auteur. Je vois qu'il se moque un peu de ce type de personnage-là, donc je me dis, bon, peut-être qu'éventuellement je vais sentir qu'il se moque en effet des deux messieurs principaux de ce livre-là qui sont insupportables. Mais pour l'instant, c'est pas ça que je ressens nécessairement. Vraiment, si ce livre était écrit un peu plus comme une parodie, tous les éléments que je vous nomme, ça me dérangerait pas parce que c'est juste comme, ok, on suit des gens qui sont comme ça, puis c'est très clair qu'on doit pas nécessairement être de leur côté, il faut juste suivre leurs aventures, et ça m'irait. Mais c'est juste que c'est pas le sentiment que j'ai actuellement. Donc, c'est ça. J'ai tellement de choses à dire, mais je veux les garder pour la fin parce que je pense que faut que je bâtisse mon dossier, là. Je me présente à la cour et je dois vous dire pourquoi ce livre-là, à mes yeux, ne mérite pas son succès. Je me sens mal de dire ça, mais comme je suis tellement surprise que ce roman ait charmé autant de gens qu'il faut juste que je continue à investiguer qu'est-ce qui se passe ici, là. Est-ce que ce livre est une parodie puis il y a personne qui me le dit? Parce que vraiment, le seul scénario dans lequel ce livre fonctionne moindrement à mes yeux, c'est si c'est une satire de A à Z. Je veux pas accepter un univers dans lequel ce livre a été écrit de cette façon-là sérieusement. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes arguments de pourquoi ce livre-là aurait dû être une parodie. On va plonger dans les détails, les citations, mes sentiments, mes opinions. Mais pour les personnes qui souhaiteraient pas être spoilées, pas de soucis, je vais vraiment vous avertir avant de révéler quoi que ce soit d'important. Mais quand même, il y a des choses que je savais pas avant de commencer ce roman que moi j'aurais eu besoin de savoir avant de faire. Donc pour ces aspects-là, je vais pas me gêner de les partager, mais tout ce qui est en lien avec les révélations, l'enquête, ça je vais pas rien spoiler sans vous avertir. Alors j'ai terminé la vérité sur l'affaire Harry Kébert et ça a été un sentiment merveilleux de tourner la dernière page de ce livre parce que j'en pouvais un peu plus. Malgré tous les points négatifs que je m'apprête à vous présenter, je trouve ça quand même intéressant que ce soit un livre qui a aidé autant de lecteurs à se réintroduire à la lecture ou même à s'introduire tout court à la lecture. Il y avait une des personnes qui l'avait suggéré dans mon bocal qui l'avait fait justement parce que c'était un livre qui l'avait réencouragé à lire et ce que je trouve particulier c'est que je vois autant pourquoi c'est le cas que je vois pas pourquoi c'est le cas. Je peux totalement reconnaître qu'il y a des passages de ce livre qui sont addictifs à lire. Il y a des efforts qui sont faits pour nous présenter de nouvelles informations qui changent la situation actuelle, blablabla, tu sais. Je comprends pourquoi il y a des personnes qui ont eu du plaisir à suivre cette enquête. Mais
Moi, une enquête, déjà, qui fait 876 pages, ça pourrait être écrit par le meilleur auteur au monde, puis j'étais comme, ok, est-ce que les 867 pages étaient nécessaires? Genre, il y avait pas moyen de faire ça un petit peu plus court. Et moi, dans ce cas-ci, je trouve que, même s'il y a en effet beaucoup d'étages qui font que ça devait être, dans tous les cas, une longue enquête, j'ai pas de problème avec le fait que ça fasse plus de 500 pages, par exemple, mais 876, c'était abusé. C'était abusé, moi je veux le dire, c'était abusé. J'ai vraiment eu de la difficulté à me motiver à continuer la lecture, et pas juste parce qu'on parlait d'un gars qui sort avec une fille de 15 ans, et pas juste parce que le protagoniste était insupportable, mais aussi juste parce que je trouvais que le récit en soi était trop long, c'était trop étiré. Moi, mon approche aujourd'hui, c'est pas que si vous avez aimé le roman, je vais vous convaincre que vous auriez pas dû le faire. C'est plus que si on me met devant la cour pour répondre à la question est-ce que ce livre méritait son succès, ben moi j'ai des choses à dire pour prouver le contraire. Le premier argument que j'ai à mettre sur la table et qui est absolument le moins important, mais qui n'est pas le moins énervant, c'est celui de la représentation de l'écriture et d'être un écrivain dans ce roman. Parce qu'à travers le texte, on a le cadeau de recevoir les précieux conseils de Harry Kéber, qui a tellement de talent pour choisir les femmes, les filles qu'il aime, mais aussi tellement de talent pour écrire. Moi, je trouve ça tellement étrange que le livre, constamment, ce soit Monsieur Harry Kéber qui dise au protagoniste « Ah, vous êtes un écrivain dans l'âme, vous allez être tellement bon pour écrire, oh, vous allez écrire un best-seller, je crois en vous, blablabla. » Et c'est tellement prononcé que ça donne l'impression que l'important dans la vie pour écrire des bons livres, c'est d'être un écrivain spirituellement, au lieu de juste faire l'action d'écrire vraiment beaucoup pour s'améliorer, genre. Il y a vraiment beaucoup d'emphase sur ce type de inspiration divine, que c'est comme, ok, ça fait des années que tu bloques, que t'es pas capable d'avancer de plus de 10 pages dans un roman, puis là, soudainement, oh, il y a le truc qui arrive, là, ça te tombe du ciel, puis là, tu te mets à écrire, et là, le roman, il est accepté en maison d'édition, il est publié, puis tu fais des millions de dollars instantanément. Moi, je suis pas une personne qui a publié des romans dans des maisons d'édition, ok? Mais je me permets de commenter ce point parce que j'ai quand même beaucoup d'auteurs publiés dans mon entourage proche. Et je peux vous dire qu'il y a absolument aucun d'entre eux qui s'est fait frapper par un éclair, puis c'est comme ça qu'ils ont écrit leur best-seller. J'ai trouvé ça tellement énervant la façon dont l'écriture était tout le temps idéalisée, que c'est pas juste aimer le fait d'écrire des histoires puis de les raconter, c'est le fait d'aimer le statut d'être écrivain qui est tout le temps mis de l'avant. C'est épouvantable. J'arrête pas de dire que je voudrais que ce livre soit une parodie, mais c'est parce que ça là, vraiment ce serait merveilleux d'avoir fait de ce livre-là une parodie de deux hommes vraiment trop prétentieux qui se convainquent l'un et l'autre qu'ils sont les meilleurs écrivains du monde parce que ils attendent comme ça assis sur la plage que l'inspiration les frappe. Littéralement, la rencontre là, entre ces deux messieurs-là, ok? Le protagoniste, il était dans la classe de monsieur Harry Kéber, puis il y avait eu le scandale là, du président qui s'est fait par une secrétaire, désolée pour les bruits. Puis là, Harry Kéber était comme, ok, oui, ça fait beaucoup parler, ça fait scandale, mais qui peut me dire dans cette salle qu'il n'aime pas ça, se faire turluter la flûte? Puis là, notre protagoniste, il se lève puis il est comme « Moi, j'aime ça, me faire sucer, monsieur! » Et là, vous pensez que j'exagère. Pensez que j'exagère, c'est pas une exagération. C'est pas ce qui a été dit mot pour mot, mais je peux pas vous sortir mot pour mot ce qui a été dit parce que ça passerait pas sur YouTube. Donc c'est ça, vous voyez un peu la sorte de psychose partagée entre ces deux messieurs-là qui se convainquent l'un et l'autre qui sont les meilleures choses de l'univers, là. C'était le même type de cerveau copié-collé deux fois. Donc voilà. C'est tout ce que je veux dire sur ce point-là, mais à la fin de ce livre, la conclusion, on va s'en reparler parce que le thème de l'écriture il est vraiment utilisé de façon merveilleuse à la fin de ce livre. Et donc maintenant, je dépose à la table mon argument le plus lourd. Le plus lourd? Oh mon dieu que c'était lourd. Je comprends pas comment c'était pas mentionné dans toutes les critiques 5 étoiles que j'ai vues. Pourquoi ce livre-là, c'est une histoire d'amour? Pourquoi? Pourquoi ce polar est une histoire d'amour entre une fille de 15 ans puis un homme de 34 ans? Pourquoi c'était nécessaire? Pourquoi? Moi, dans cette vidéo, je veux pas accuser l'auteur de quoi que ce soit, mais je vais vous lire les extraits de ce livre qui ont fait en sorte qu'à la fin de ma lecture, j'ai googlé c'était quoi l'âge de la femme de l'auteur. Juste pour être sûr. C'est correct, sa femme est merveilleuse. En plus, elle est québécoise, let's go. Mais je vais vous montrer tous les extraits qui ont fait en sorte qu'à la fin du livre, j'ai senti le besoin de faire ça. Alors, ok, ça commence d'où? Genre vraiment, si vous prenez les citations en elles-mêmes toutes seules, c'est rien de choquant à chaque fois. Mais le tableau que ça peint
mises une après l'autre et avec la conclusion de ce livre-là, j'en reviens pas la conclusion. C'est ça, ok, voici comment est dépeint la relation entre Monsieur Harry Kéber de 34 ans et Madame Nola de 15 ans. Je sais pas pourquoi j'ai dit Madame, parce qu'elle, elle vient juste d'avoir ses règles, ça fait 2 secondes. Alors, ok, au tout début du roman, notre protagoniste, lui, il apprend que, bon, son boy, il a une relation avec une fille de 15 ans, ok, mais lui, il pense qu'il l'a pas tué. Bon, en narration interne, il se dit « Je crois que j'aurais aimé le haïr et lui cracher au visage avec toute la nation. » Ça aurait été plus simple. En effet, très simple. Mais cette affaire n'affectait en rien les sentiments que je lui portais. Au pire, me disais-je simplement, il est un homme et les hommes ont des démons. Ah ben le soleil est parti parce que lui aussi ça lui tente pas d'écouter ces extraits-là. Donc tout le monde a des démons, la question est simplement de savoir jusqu'où ces démons restent tolérables. Moi, personnellement, j'oserais pas dire que sortir avec une fille de 15 ans quand on a 34, c'est tolérable. Mais bon, ça c'est moi personnellement. Bon, ensuite, à travers le roman, le protagoniste interroge pas mal tout le monde pour faire avancer l'enquête et son roman. Et la réaction très générale, c'est que les gens sont absolument choqués du fait qu'un homme de 34 ans soit sorti avec une fille de 15 ans. Le langage qui est employé à chaque fois est extrêmement cru. C'est toujours genre cet homme est une ordure, c'est un pervers, c'est dégueulasse, blablabla. Et le protagoniste, lui, il est toujours un peu sur la défensive. Soit il répond en disant oui, mais il l'a pas tué, ou alors dans l'extrait ici, il a écrit ce livre pour cette môme, Marcus, pour une môme de 15 ans. C'est de l'amour dégueulasse. Je pense que c'est plus compliqué que ça, dis-je. Donc, à chaque fois, moi, la manière que je percevais les interactions en tant que lectrice, c'était que le livre rendait tellement intense et violente les réactions des gens face à la relation que le protagoniste était un peu mis dans la position de la voix du juste milieu. La voix qui écoute, la voix qui essaie de comprendre avant de dénoncer. Presque comme si le protagoniste était moralement supérieur de pas monter sur ses chevaux face à cette situation et de juste vraiment respecter les sentiments des deux personnes en question. Et peut-être que ce choix-là, c'était l'auteur qui essayait d'insérer dans le livre comme oui, écoutez, je suis pas vraiment d'accord avec le fait que cette relation-là se soit passée à ces âges-là. Je comprends que c'est problématique, mais comme toute chose dans la vie, c'est plus sain d'en discuter au lieu de juste comme accuser puis de rien entendre. Mais quand même, moi, ça me dérangeait quand même un peu. En la défense du protagoniste, il y a un certain moment où son éditeur lui dit « Hey, là, le livre que t'as écrit sur Harry Kéber, tu devrais mettre un max de scènes épicées là-dedans parce que les lecteurs aiment ça. » Puis là, le protagoniste, c'est comme « Ben, Harry avait 34 ans puis la fille avait 15 ans, s'il vous plaît, non. » Donc, ça, c'est bon. Mais la raison pour laquelle mon malaise est très présent, même après avoir terminé le roman, ben, c'est pour les extraits que je vais vous montrer. En fait, celui-là, je peux pas vous le montrer parce que c'est une scène de sexe avec une personnage juvénile. Je comprends pas pourquoi le protagoniste dans le livre est comme « Non, je mettrai pas de scène sexuelle là-dedans parce que les âges sont inappropriés. » Et ensuite, il met les interrogatoires de personnages qui racontent des scènes très explicite avec la fille de 15 ans. Genre vraiment explicite là, vraiment. Puis c'est comme oui, ok, t'as pas présenté ces scènes-là comme des scènes d'amour entre Harry Kéber et la fille de 15 ans, mais quand même, ça reste que le résultat est le même. Là. Pas trop été à l'aise avec cette contradiction-là personnellement. Ensuite, ça c'est plus un extrait du côté, le personnage principal est un peu prétentieusement insupportable. Il est en train de parler au père de la victime qui découvre que, en effet, cet auteur, Harry Kéber, très célèbre, a écrit un roman d'amour à propos de son histoire à lui avec sa fille de 15 ans. Donc le père questionne, est-ce que tout ceci est la vérité? Harry Kéber et Nola a-t-il écrit ce livre pour elle? Qu'est-ce que ce livre signifie, Monsieur Goldman? Le protagoniste répond, pour être très franc avec vous, je crois que votre fille aimait Harry et que c'était réciproque. Ce livre raconte l'histoire d'un amour impossible entre deux personnes qui ne sont pas issues de la même classe sociale. Le père répond, je sais, mais alors quoi? Kéber a remplacé perversion par classe sociale pour se donner une dignité? Un bouquin qui raconte des histoires obscènes avec ma fille, avec ma petite Nola, que toute l'Amérique a lu et magnifié. Là ensuite, le père se lève, il tourne en rond dans la pièce, il est très fâché. La seule chose que le protagoniste répond à ça, Harry Kéber n'a pas tué Nola. Comment pouvez-vous en être si sûr? Bonne question. À laquelle il répond « On n'est jamais sûr de rien, Monsieur Kellergan. C'est pour ça que l'existence est parfois si compliquée. » Il est insupportable. Il est insupportable. Puis le père, après ça, il eut une moue. Ça, c'est ma réaction quand il y a un écrivain qui vient me dire que le monsieur qui est sorti avec ma fille quand elle avait 15 ans ne l'a pas tué. Et la seule raison pour laquelle il le dit sans en être sûr, c'est parce que la vie est compliquée. Bon, ensuite, l'enquête de notre protagoniste avance bien. Il a de plus en plus d'éléments et il s'en va voir Harry en prison et il lui annonce qu'il écrit un livre sur lui. C'est un livre sur vous. J'y parle de nous et je parle de votre histoire d'amour avec Nola.
C'est un livre d'amour. Je crois en votre histoire d'amour. Ce à quoi Harry Kéber répond, c'est un bel hommage. Oh, c'est touchant, c'est tellement touchant la relation entre ces deux hommes-là. Oh! Imaginez un instant que vous ayez été un homme de 34 ans qui est sorti avec une adolescente et cette adolescente a disparu et ensuite elle a été retrouvée morte enterrée dans ta cour. Mais, oh mon Dieu, Dieu merci, vous avez un ami écrivain qui décide d'écrire un livre sur vous pour parler de votre splendide histoire d'amour avec cette fillette de 15 ans qui vient à peine d'être exhumée de la terre, mais il est convaincu de votre innocence. Ah, c'est pas merveilleux, c'est merveilleux. Bon, je vais essayer de réduire l'aigreur un petit peu. Sauf que non, parce que, oh mon Dieu. Ok, la prochaine citation. Là, on entre vraiment dans le territoire des citations qui m'ont donné envie de m'arracher les cheveux. Notre très cher protagoniste s'en va interroger un autre personnage qui, lui, était au courant de cette relation secrète entre Harry et Nola. Quand on lui demande pourquoi il avait rien dit à l'époque, voici ce qu'il répond. Et oui, c'est une longue citation, mais honnêtement, il faut que je la lise au complet. Je n'en croyais pas mes yeux, Monsieur Goldman. Cette gamine était folle amoureuse de Harry. Et les sentiments qu'elle éprouvait étaient des sentiments que moi-même je ne connaissais pas, ou que je ne me souvenais pas avoir éprouvés pour ma propre femme. Et j'ai réalisé à cet instant, à cause de cette fille de 15 ans, que je n'avais probablement jamais connu l'amour. Que beaucoup de gens n'avaient certainement jamais connu l'amour, qui se contentaient au fond de bons sentiments, qui se terraient dans le confort d'une vie minable et qui passaient à côté de sensations merveilleuses, qui sont probablement les seules à justifier l'existence. Moi, quand ma seule façon de justifier l'existence, c'est de cruiser une fille de 15 ans. Ensuite, c'est pas fini. Un de mes neveux qui vit à Boston travaille dans la finance. Il gagne une montagne de dollars par mois, est marié à 3 enfants, une femme adorable et une jolie bagnole. La vie idéale, quoi. Un jour, il rentre chez lui et il dit à sa femme qu'il s'en va, qu'il a trouvé l'amour avec une universitaire de Harvard en âge d'être sa fille. Tout le monde a dit qu'il avait pété un plomb, qu'il recherchait dans cette fille une seconde jeunesse. Mais moi, je crois qu'il avait simplement rencontré l'amour. Des gens croient qu'ils s'aiment, alors ils se marient. Et puis un jour, ils découvrent l'amour sans même le vouloir, sans s'en rendre compte. Et ils se le prennent en pleine gueule. Moi, ma question honnête et sincère, est-ce que c'est injuste de ma part de lire dans ce monologue-là une glorification des relations avec des personnes jeunes? Genre, est-ce que ça sonne pas un peu comme si on dit ouais ok tu maries ta femme, bon c'est super, mais attends de voir l'hostie de babe qui s'en vient puis qui a 15 ans de moins que toi, la vie que tu vas mener avec une fille qui a 2 fois moins ton âge là, c'est pas une vie que tu connais là, c'est incroyable. Peut-être que je suis injuste de le sentir de même, ok, peut-être, mais c'est quand même un peu intense, je trouve. Encore une fois, ça c'est un des personnages, ce qu'il dit dans le livre, ça veut pas nécessairement dire que c'est la croyance de l'auteur. Sauf que après ça, ok, on a notre protagoniste qui se dit à lui-même dans sa tête. Et à mesure que j'écrivais, je me surpris même à penser que Noah Callaghan avait été cette femme exceptionnelle dont tous les écrivains du monde rêvaient certainement. Est-ce que vous comprenez pourquoi j'ai googlé l'âge de la femme de Joël Dicker après ça? Il faut que ce soit une parodie, s'il vous plaît! Il me reste 2 citations à vous montrer, et ça s'améliore pas, puisque ce sont des citations qui sont à la toute fin du roman. Genre vraiment, c'est l'épilogue. Je vous encourage à skipper si jamais vous voulez rien savoir, mais ça vous spoil pas l'enquête, ok? C'est vraiment juste comme du blabla d'écrivain gossant. Premièrement, j'ai trouvé ça tellement ironique que le livre se conclut sur un petit conseil de notre cher Harry Kéber qui parle à notre protagoniste, et qui lui dit: un bon livre, Marcus, ne se mesure pas à ses derniers mots uniquement, mais à l'effet collectif de tous les mots qui les ont précédés. Environ une demi-seconde après avoir terminé votre livre, après en avoir lu le dernier mot, le lecteur doit se sentir envahi d'un sentiment puissant. Pendant un instant, il ne doit plus penser qu'à tout ce qu'il vient de lire, regarder la couverture et sourire avec une pointe de tristesse parce que tous les personnages vont lui manquer. Un bon livre, Marcus, est un livre que l'on regrette d'avoir terminé. Je peux pas dire que c'est un livre que je regrette pas d'avoir terminé. Genre, d'une certaine façon, il y a raison, je regrette de l'avoir terminé, là. Mais je suis pas sûre, c'est ça qu'il voulait dire. Alors maintenant, on va se parler de la dernière phrase de ce livre. Une phrase que je pourrais vous partager sans vous expliquer le contexte, parce que je pense que même sans le contexte, elle est un peu douteuse. Mais il faut absolument que je vous révèle la fin de l'enquête, pour que vous ayez tout le sens de cette dernière phrase. Alors, genre double spoiler, là. Vraiment genre double spoiler si vous voulez pas savoir c'est quoi la fin de l'enquête, écoutez pas jusqu'à... je vous mets le temps. Donc, il y a beaucoup de révélations dans ce livre à plein niveau, mais celle qui est pertinente à cette conclusion, c'est qu'au final, Harry Kéber est un charlatan de l'écriture. Il n'a pas écrit ce best-seller-là à propos de son histoire d'amour avec Nola. C'est un autre jeune homme qui l'a écrit et Harry Kéber lui a volé. Il a publié
le livre qu'un autre gars a écrit à propos d'une fille qui était plus appropriée pour son âge, il me semble. Et lui, il a mis la main dessus, il l'a publié en son nom et il a fait des millions de dollars. Le protagoniste, évidemment, il l'apprend et il réalise que lui, il a réussi à faire ce que son mentor a jamais fait, c'est-à-dire écrire un best-seller. Parce que là, lui, il vient de publier l'affaire sur la vérité sur l'affaire Harry Kéber et il vient de faire des millions, alors que Harry Kéber, lui, il l'a fait en volant le livre quelqu'un d'autre. Donc, le roman se conclut sur cette note. Un jour, Harry m'a dit, donnez du sens à votre vie. Deux choses donnent du sens à la vie, les livres et l'amour. Donc la conclusion du protagoniste, c'est « J'ai trouvé les livres. Grâce à Harry, j'ai trouvé les livres. À présent, je pars à la quête de l'amour. » Moi, je... Pourquoi ce livre est une histoire d'amour? C'est vraiment une conclusion à l'image du livre. J'espérais qu'à la fin ce soit juste comme il était-tu pas insupportable les deux bonhommes? Ben oui, mais finalement je les niaisais pendant tout le long, là. Prenez pas ce livre-là au sérieux. Hélas, je pense que c'est un livre qui doit être pris au sérieux. Donc pour moi ma note, écoutez, je lui donnerais 2 étoiles, peut-être 2.25, juste parce que si je me concentre sur l'aspect divertissement, je trouve qu'il y a des gros efforts qui ont été faits. Genre on ramène des échelles, ok? J'ai oublié les échelles, voici les échelles. Le divertissement, je le mettrais à 50%. Il y avait la moitié du livre où j'avais juste hâte qu'il se termine, puis il y avait l'autre moitié du livre où je trouvais que c'était plus entraînant. Ensuite, niveau révélation, j'ai pas énormément aimé la fin, je trouvais que c'était un peu plat, mais il y a des efforts qui ont été faits, il y a beaucoup de pistes qui ont été explorées, blablabla. Je pense que pour quelqu'un qui lit un thriller pour la première fois, certainement, là, c'est dur de voir où est-ce que ça s'en va, puis ça peut procurer l'excitation qu'on recherche en lisant une enquête comme ça. Donc, niveau revirement de situation, moi je donnerais genre 40%. Je sais pas, je suis pas sûre de cette échelle-là, mais voilà. Et pour l'échelle de gossage, montez-moi ça à 100% s'il vous plaît les amis, tellement gossé, je suis gossée. Donc c'est ça, si je me concentre surtout sur le divertissement, je lui donnerais 2.25, mais considérant tous les trucs qui m'ont profondément dérangé à l'intérieur de moi et pas juste dans comme l'exécution du texte mais vraiment son message, je pense que c'est un 2 étoiles. Puis je pense que si on me met devant un juge puis on me dit Mamaki, pensez-vous que ce livre mérite son succès? Ma réponse c'est non. Je suis désolée. Merci quand même aux personnes qui l'ont mis dans mon bocal parce que il fallait que je le lise un jour, il fallait que je le lise. J'ai enfin lu ce livre. Ça s'est pas passé nécessairement comme je pensais et ce vlog s'est pas passé nécessairement comme je pensais. Je croyais vraiment que j'allais passer des meilleurs moments que je l'ai fait. Mais pour ce qui est de Joie du cœur, j'ai quand même des personnes qui m'ont écrit qui avaient abandonné la vérité sur l'affaire Harry Kéber mais qui avaient apprécié d'autres de ses romans et je sais que j'ai plusieurs autres de ces titres dans mon bocal. Donc je pense que c'est quelqu'un d'autre pour qui je vais donner une autre chance, même si j'espère vraiment ne pas retrouver une autre histoire d'amour de ce genre dans les autres livres là. Sinon je vais vraiment m'inquiéter. Alors c'est la conclusion de ce vlog. C'est vraiment dommage que ce soit aussi négatif. J'avais commencé à faire le thumbnail de la vidéo puis à éditer l'intro puis j'étais comme ben je vais rendre ça un peu genre positif parce que je pense que ça va pas être si pire. On change de plan les amis, c'est la catastrophe. Mais moi ce que j'aimerais savoir c'est si vous avez déjà lu des livres de ces auteurs-là, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous êtes complètement en désaccord avec moi ou vous vous retrouvez dans ce que j'ai dit? Et aussi, est-ce qu'il y a d'autres livres de ces gens-là que je devrais tester? Comme je l'ai dit au début, je reconnais totalement que j'ai peut-être pas essayé les meilleurs titres de ces auteurs. Bon, dans le cas de Franck Tillier, j'avais déjà lu ses meilleurs titres à mon avis, mais si vous en avez genre un autre que vous me recommandez, dites-le moi. Et sinon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui était très courte avant que je fasse ce clip. Je pense que là, je vais vraiment doubler la longueur de ma vidéo. La semaine prochaine, je poste pas parce que je vais littéralement lire tous les premiers chapitres des livres de ma pile à lire. Alors, on se retrouve dans 2 semaines pour cette vidéo qui va être très intéressante. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la manquer. On se revoit très bientôt. Bye bye!